Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo autour de l'AS Saint-Etienne, de sa direction bicéphale, de ses luttes de pouvoir interminables, de ses guéguerres, de ses copinages et surtout l'absence réelle de stratégie ou de projet. Quand tu mets tout ça bout à bout, la conséquence c'est qu'un jour, potentiellement ça peut craquer et on le voit cette année, le marasme sportif. Mais cette absence de stratégie et de véritable projet, elle débouche aussi sur une situation économique de plus en plus compliquée. Et pour reprendre un mot en interne, c'est la panique. Alors bien sûr, officiellement, on va pas te dire ça, mais on va sortir les documents et voir un petit peu la situation réelle pour comprendre le problème et qui dépasse d'ailleurs celui de la crise actuelle qu'on connaît. Alors ça va encore surprendre parce que Saint-Etienne, on les classe parmi les bons élèves au niveau financier parce que chaque année quand la DNCG publie les comptes, tu te rends compte en effet que Saint-Etienne n'est pas dans le rouge. Mais c'est un leurre parce qu'en fait Saint-Etienne arrive à présenter un bilan plutôt équilibré parce qu'ils vendent des joueurs en nombre. Et oui, Saint-Etienne chaque année a à peu près un déficit structurel de 14 à 15 millions d'euros, ce qui fait qu'ils doivent vendre pour au moins cette valeur-là. Et au final, Saint-Etienne n'est qu'un club de passage. Mais parce que les comptes présentés à la DNCG sont plutôt bien, ça n'inquiète pas trop. Je tiens à préciser que ce modèle est celui de quasiment l'ensemble du football français aujourd'hui, que c'est de plus en plus croissant, et c'est aussi pour ça qu'on est autant dans la merde cet été pour les clubs dans l'Hexagone. Mais avant tout petit tableau, puisque sur les 6 derniers exercices de 2013-2014 à la saison dernière, Saint-Etienne a enregistré un bénéfice de quasiment 3,5 millions, et les actionnaires en ont récupéré 72%, donc ils ont récupéré 2,5 millions, sachant qu'ils n'ont pas fait d'autres injections de cash dans le club. Donc sur les bénéfices générés, 72% arrivent dans la poche des actionnaires. Alors certains vont crier au scandale, mais on va avoir tendance à tempérer. La plupart des propriétaires récupèrent des dividendes quand le club peut en générer. Et je rappelle que Bernard Cayazo et Roland Romeillet ne sont pas des présidents salariés, c'est-à-dire qu'ils sont des présidents bénévoles et qu'ils ne touchent pas d'argent régulièrement, comme Karim Fradin à Niort ou Bertrand Desplat-Guingamp qui ont un salaire mensuel. Et d'ailleurs, des fois, un salaire assez important. Bref. On va revenir un petit peu en arrière, quand Jean-Louis Gasset arrive au club, souvenez-vous, Saint-Etienne va mal et tout, et s'ensuit divers recrutements, avec Jean-Louis Gasset qui a des prérogatives très importantes. D'ailleurs là, David Ventier, qui était le chef du recrutement, est un peu effacé, c'est Jean-Louis Gasset qui va dicter le rythme et tout. Et là, le fameux salary cap dont on a souvent entendu parler, ce n'était plus qu'un fantasme, ce n'était plus qu'une invention du passé. Adieu le salary cap, adieu tout le reste. En un an, la masse salariale de Saint-Etienne gagne 7 millions, ce qui est absolument colossal. Aujourd'hui, vous avez des salaires à 3 millions bruts, Villa, 2,9 caseries, vous avez Ruffier, Debuchy, Cabaye, Boudbouz encore cet été. Vous avez divers joueurs aujourd'hui qui ont fait complètement péter cette idée de salary cap qui n'existe plus. Donc, vous avez des coûts qui ont d'un coup dramatiquement augmenté. Et donc, si tu te dis, si la masse salariale augmente, il faut que derrière, les revenus, donc les revenus générés par le club, augmentent également. Alors, c'est vrai d'un petit peu. On voit qu'en termes de sponsoring, Saint-Etienne a beaucoup progressé. Mais sur tous les autres éléments, c'est pas le cas. Et en plus de ça, en plus de la masse salariale qui a explosé, vous avez d'autres charges, etc. Vous savez, les autres charges dans les comptes d'NCG, c'est un petit peu le fourre-tout général, sachant que Saint-Etienne, les copains, je vous assure, ils mangent très très bien. Demandez les jeux d'agents qu'il y a en formation, c'est absolument scandaleux. Bref, tout ça pour faire simple. Aujourd'hui, Saint-Etienne dépense plus que ce qu'il gagne. Ça, c'est l'essence de beaucoup de clubs français. Et donc, pour arriver à équilibrer les comptes, comme je vous le disais, on va faire du training de joueurs. Et ça, les dirigeants, ils s'en cachent pas. Ils ont beau vous sortir que l'objectif, c'est les Coupes d'Europe, c'est la passion du peuple vert, retrouver un des soirs d'Europe à Geoffroy Guichard. Et en effet, c'est magnifique. L'objectif, c'est avant tout de faire du business et du fric. Et vu que tu vis avec un train de vie de nabab, excusez-moi, t'es obligé de vendre des joueurs. Ils s'en cachent même pas. Comme vous pouvez le voir, le trading de joueurs, ce modèle-là, est intégré directement, comme vous pouvez le lire, dans le business model du club. Parce que c'est la seule manière pour équilibrer les comptes et continuer d'avoir un train de vie supérieur à ce que celui de Saint-Etienne devrait être. Donc c'est pour ça que chaque été, c'est un club passerelle et que les meilleurs joueurs, ils partent assez rapidement. Et c'est d'ailleurs également pour ça que quand tu as des jeunes, etc., on va essayer de rapidement les mettre en avant parce qu'il va falloir qu'on les vende. Mais bref, retournons à l'année Gasset. Donc comme vous voyez, une explosion des coûts, parce que l'idée c'est toujours de terminer dans le top 5, top 6 pour toucher les droits TV importants parce que ça fait partie du business model et ça, il n'y a pas de problème, jouer la Coupe d'Europe et tout. Sauf que pour accompagner ce renforcement de l'effectif, un prêt de 10 millions a été contracté à une banque allemande. Donc comme vous pouvez le voir, l'explication c'est pour du trading de joueurs. Donc on s'en cache pas vraiment. S'ensuit l'année d'après des recherches pour accueillir un actionnaire minoritaire. Alors là, il y a deux lectures possibles. C'est surtout Bernard Cayazo qui s'occupe de ça. Comme vous le savez, on a une direction bicéphale où les mecs ne peuvent pas s'entendre et chacun a ses troupes, on va dire, à l'intérieur du club. Ce qui fait que c'est un club phagocyté de l'intérieur comme pas possible. Bref. Sauf que si un actionnaire minoritaire arrive, quelque part pour Bernard Cayazo, ce sera aussi une manière de pouvoir, avec Roland Romeillet, que Roland Romeillet soit d'un coup en infériorité numérique. Mais dans le même temps, on a demandé à un actionnaire minoritaire donc de venir, de mettre genre 20-30 millions, de décider de rien et de prendre modèle sur ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais avec un groupe chinois qui a mis de l'argent. En fait, depuis qu'un groupe chinois a mis de l'argent dans l'OL comme actionnaire minoritaire, t'as des mecs de Ligue 1 qui se sont dit « Bah attends, on va faire pareil ».
comme si le Nantes de Valdemar-Kita, avec la fameuse échelle de Kita, il y a un type, un gogo qui va te mettre 30 millions, mais il va décider de rien. Toi, c'est comme, par exemple, j'ai une voiture, il y a un mec, il veut, admettons, voilà, on achète une voiture, tous les deux. Elle vaut 20 000 euros, j'ai mis 1 000 euros, elle en a mis 19, mais il n'y a que moi qui ai le droit de la conduire. Mais je lui dis, quand même, on fait des promenades le dimanche ensemble, je te conduis. Mais je veux dire, à moins de. Enfin, voilà. Surtout dans un club qui n'a pas le business model de Lyon, qui est un modèle depuis une dizaine d'années, qui a construit son propre stade, qui a une régularité au plus haut niveau européen. Enfin bref, je veux dire, malgré. Ce sont des clubs magnifiques, hein, Nantes, Saint-Etienne, etc. Mais tu ne veux pas les comparer en termes de business model avec l'Olympique lyonnais. Bref, j'en reviens où j'en étais. Kayazo espère ça, et puis surtout a des chiffres absolument incroyables, parce que dans le même temps, il y a aussi la possibilité de vendre complètement le club, mais on annonce des 80 à 100 millions, et à un moment donné, un actionnaire est intéressé pour rentrer en tant que minoritaire, on lui monte encore les prix, parce que je vous dis, ils ont même réclamé encore plus d'argent que ça. Parce que malheureusement, les présidents de clubs français, avec le nouveau contrat de TV de Mediapro qui va arriver donc à partir de l'année prochaine, on aura le temps encore d'en reparler, et bah ils pensent que leur club ça vaut des 200 millions, je rigole pas, hein. Ils pensent vraiment qu'ils sont assis sur une mine d'or, et donc voilà. Parce que malheureusement, tu as beaucoup de gens dans le foot, vu qu'ils sont tout permis, et bah ils se croient au-dessus des lois. C'est exactement le cas à Saint-Etienne. Bref, après ce micmac de l'actionnariat, où tu avais besoin de rajouter un peu de cash, parce que ta trésorerie quand même, elle n'était pas non plus très très grande, et bah c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un deuxième prêt qui est contracté à hauteur de 20 millions, encore une banque allemande, je pense que c'est la même, mais j'ai un doute, ça je ne sais pas. Donc, mais je sais que ce sont des banques allemandes, bref. De 6-7%. Alors 6-7%, ça va faire bondir beaucoup de gens, mais je tiens à vous rassurer, dans l'industrie footballistique, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt bien négocié. Et comme vous allez le voir tout à l'heure sur le tableau, c'est lissé sur plusieurs années. Je veux dire, on est très loin des taux de Gérard Lopez à Lille, on est à 13-14, ou même des taux de Bordeaux au moment du rachat, on est aux alentours de 9-10. Alors 6-7% de l'industrie footballistique, ça va, c'est des prêts à long terme et tout. Donc tu rajoutes ce cash là pour continuer à faire ton training de joueur, ce qui est quand même incroyable, mais ça pose une première question, parce qu'en fait on a mis des moyens en plus, on a injecté du cash, on a endetté le club également sur le moyen terme, parce qu'évidemment il n'y a pas eu un apport direct des actionnaires, donc mieux vaut endetter au long terme, sachant que l'objectif quand même des propriétaires c'est un jour de vendre, et donc forcément l'endettement, ce ne sera pas eux qui vont devoir le subir, mais ça va être le nouveau propriétaire, enfin c'est encore autre chose. Sauf que pour faire du training de joueur, il faut une stratégie. C'est-à-dire, on va recruter qui, on va se mettre sur qui, quelle cellule de recrutement, pourquoi, quel profil et tout. Suffit de voir, les fans de Saint-Etienne pourront confirmer, quand tu vois le recrutement des dernières années, tu te poses quand même beaucoup de questions. On a mis des moyens en disant, on va mettre de l'argent et ça va nous assurer une place dans le top 5. Parce que malheureusement, c'est le mode de pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la réaction et dans un truc minimaliste. On met de l'argent pour s'assurer une place en haut, comme s'il suffisait simplement de dépenser de l'argent sur le marché des transferts pour y arriver. Dans le même temps, comme je vous dis, il y avait besoin de liquidité, parce qu'en fait, les transferts ne sont pas payés d'une seule tranche. Et vous allez le comprendre, par exemple, Saliba et Kamela l'été dernier. Arsenal, je crois, c'est à peu près 25-30 millions. Donc c'est fait en plusieurs fois. Et par exemple, Saint-Etienne attend un autre versement important cet été. Pour Kamela, j'ai pas tous les détails, pour Saliba, c'est en plusieurs fois. Et c'est pour tous les transferts de la sorte. C'est-à-dire que cette année, Saint-Etienne avait 9 millions qu'ils allaient recevoir d'autres clubs, parce que justement les transferts ont été payés en plusieurs fois. Mais dans le même temps, ils allaient devoir donner également 9 millions, parce qu'eux aussi, qu'ils ont acheté des joueurs en plusieurs tranches. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez me dire, attendez, il y a peut-être un problème, parce que comment Saint-Etienne peut être dans la merde financièrement, alors que chaque année, ça vend quand même, et ça vaut quand même plutôt pas mal, ça achète pas trop pour moins cher et t'as une grande différence. Mais en fait, comme je vous dis, le déficit structurel s'agrandit d'année en année. Aujourd'hui, il est autour de 14-15 millions. Et en fait, l'objectif de Saint-Etienne, c'est terminer en haut de tableau. Or, problème, cette année, sportivement, ça coince. Vous avez le printemps, ça part, Ventier, ça part, l'arrivée de Puel, des nouvelles dépenses, le huis clos, etc. Donc vous avez une baisse des revenus qui arrive. Et aujourd'hui, en trésorerie, tu étais à 29 millions l'été dernier. Tu commences à brûler du cash chaque mois parce que tu es en déficit, chaque mois parce que ton business model, il est pas bon, parce que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Et arrive cette crise avec le bloquement des versements de BeIN et Canal niveau droit TV. Je prends entre 8 et 10 millions pour Saint-Etienne, sachant qu'il y aura un autre versement prévu en juin selon le classement. Et le classement, ce n'est pas absolument celui qui a été planifié. Donc déjà, tu allais avoir moins de revenus que l'an passé au niveau des droits TV et tout. Et donc forcément, ça va être un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, il y a un véritable problème de trésorerie parce que regardez, on va reprendre tous les éléments. Vous avez un club qui a un déficit structurel de 14 à 15 millions, d'accord? Vous avez un club qui est endetté, qui a fait 2 prêts bancaires, dont la masse salariale a complètement explosé avec d'autres charges. Parce que comme je vous dis, la soupe elle est très bonne, on fait manger les copains, etc. Alors oui, tu cherches les économies, etc. Mais vu qu'aujourd'hui tu as un manque de revenus, tu n'as pas de rentrée d'argent qui arrive, tu fais quoi? Parce que tu es toujours sur le qui-vive quelque part. Tu n'as pas la trésorerie nécessaire pour être tranquille, comme des Strasbourg, des Montpellier, des Reims, des clubs, on va dire, plus raisonnables. Tu n'es pas raisonnable et tu tiens sur pas grand-chose en te disant on va rester en haut pour maximiser la valeur du club dans l'optique également d'une revente pour te faire le plus d'argent possible. Et je le rappelle, 72% des bénéfices, alors on va me dire c'est 2,5 millions quand même, ils serviront en caisse aujourd'hui. Les actionnaires les ont récupérés, il n'y a pas eu de
réinvestissement vis-à-vis des actionnaires, qui au contraire, le club s'est endetté. Et les prêts ne sont loin d'être payés. Regardez le tableau. C'est-à-dire que c'est un endettement sur plusieurs années et on voit que les sommes à payer, c'est dans 1 à 5 ans. Et il y en a même après 5 ans, il faudra encore donner quelques millions pour rembourser les 30 millions de prêts qui ont été réalisés avec des taux à 6 à 7%. Ce qui fait que même sans cette crise sanitaire et le bloquement des droits TV, cet été, tu aurais eu le même problème. C'est-à-dire que tu aurais dû vendre. Aujourd'hui, quelle valeur marchande tu as? Fofana que tu essayes de mettre en avant, etc. Un bon gamin, il n'y a pas de problème, mais qui est tout jeune, dans un club qui est 17ème, donc forcément ton joueur, il est quand même moins bankable que si tu es en haut de tableau. Tu as peut-être Bouanga que tu viens d'acheter, mais bon, Bouanga, tu vas pas non plus en faire des milliers et des cents. Tu as des joueurs qui touchent encore un gros salaire, donc maintenant aujourd'hui ça pose vraiment question. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il y avait la crise ou pas, qu'est-ce que tu faisais? Soit tu changeais un petit peu la durée du prêt parce qu'il faut rembourser les prêts en plus du déficit structurel. C'est-à-dire qu'en plus des 15 millions par an que tu perds, maintenant tu dois rembourser les prêts. Donc c'est soit tu continues avec ta logique des prêts, tu allonges les prêts, tu te démerdes avec tes créanciers, soit tu mets du cash niveau actionnariat, soit tu fais venir un actionnaire minoritaire, soit tu vends des joueurs. Mais dans tous les cas, tu te retrouves dans une situation complexe parce que tu n'as pas de véritable stratégie. À part une seule, c'est maintenir le train de vie de Nabab, de certaines personnes au club, des copains, également des propriétaires. J'en ai assez dit, j'espère quand même que ça vous a plu. Dans le même temps, je le rappelle, j'organise une cagnotte, il reste une semaine, donc une opération unique, parce que oui, je suis pas payé depuis plus d'un an sur mes droits d'auteur, et ça commence un petit peu à être compliqué. Un énorme merci pour tous ceux qui m'ont soutenu à ce niveau-là, et même pour tout le reste, pour partager les vidéos, les abonnements. Un grand merci à tous, chapeau bas, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent me soutenir. Le Tipeee est ici, un grand merci, à bientôt.